Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Point qui ce soir reparle de la décision des États-Unis de quitter l'accord de Paris sur le climat. Cet accord, comme vous le savez, ratifié par 195 États, fixe à 2 degrés les émissions de gaz à effet de serre. Une décision dont l'onde de choc a atteint sans doute les coins les plus reculés de la planète car le pays s'appelle les États-Unis et ça reste le 3e pollueur après la Chine et l'Inde. Les États-Unis hors les accords de Paris, quelle perspective pour le reste de la planète? Ce soir, Le Point aborde la question avec le ministre Abdoulaye Bibi Baldé. Il est en charge de l'environnement et l'énergie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Ngari. Oui, vous avez été négociateur en chef pour le compte du Sénégal à l'occasion de la COP 21. C'était quoi un peu le rôle de négociateur en chef? Comment se passaient un peu les négociations? Merci Ngari. En fait, les négociations se passaient d'abord par, ça reflétait d'abord des positions nationales. C'était les pays qui s'engageaient. Ensuite, les pays négociaient par commodité, par groupe. Il y avait le groupe africain, il y avait l'Union européenne, il y avait le groupe asiatique, il y avait le groupe des insulaires également. Et donc, c'est par commodité qu'il y avait cette organisation. Mais au finish, les positions, ce sont des positions nationales parce qu'effectivement, ce sont les États qui s'engagent. C'est des instants très passionnants dans la vie d'un ministre de l'Environnement. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est certainement l'une des conférences les plus importantes du XXIe siècle. Absolument. L'accord de Paris est un accord historique. C'est vrai que le monde négocie depuis plus de 20 ans sans trouver un accord. C'est à Paris que le monde est parvenu à trouver un accord concernant l'objectif de réduction des 2 degrés Celsius parce que ça a négocié certains États fragiles comme les pays insulaires. On pensait que 2 degrés, ce n'était pas de l'ambition. Il fallait fixer à 1 degré ou 1,5 degré et que certains États pensaient que c'était trop en termes d'efforts, en termes de perte d'opportunités, en termes économique également par rapport à peut-être aux raisons que Trump évoque par rapport aux pertes d'emplois, etc., aux pertes de compétitivité. C'est pour cela que ces négociations n'ont pas été faciles, mais tout le monde aujourd'hui admet la réalité des changements climatiques et que ce sont les conséquences, que ce soit aux États-Unis, les républicains comme les démocrates, tout le monde est conscient donc de l'importance de l'accord de Paris. Oui, tout le monde est conscient de ça, tout certainement sauf Donald Trump, le président américain qui décide lui de se sortir un peu de ses accords, de quitter carrément la table de Paris. Nous allons retourner voir un peu, vivre ces instants de déclaration de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Nous accomplissons donc les promesses qui ont été faites et je veux donc empêcher tout obstacle contre ces progrès. Tous les jours, je me bats pour ce grand peuple qui habite ce grand pays. C'est pourquoi, afin de respecter mon engagement solennel de protéger les États-Unis et son peuple, les États-Unis vont se retirer des accords de Paris sur le climat. Merci. Merci. Mais nous allons reprendre des négociations pour soit reprendre les accords de Paris, soit des accords entièrement nouveaux. Quelque chose qui permette aux États-Unis de protéger les emplois américains, les contribuables américains et l'industrie américaine. Oui, nous nous retirons, mais nous allons commencer à renégocier et nous allons essayer d'atteindre un deal qui soit juste et équitable. Si nous ne pouvons pas, eh bien tant pis, et si nous pouvons, tant mieux. Oui, Abdoulaye Bibi Baldé, vous êtes le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Tantôt, je vous ai attribué l'énergie. On est tous dans, c'est quand même dans la même dynamique. Quelle analyse faites-vous en tant que ministre de l'Environnement, mais en tant que négociateur du Sénégal pour cet accord-là? Quelle analyse faites-vous un peu de cette décision des États-Unis de quitter l'engagement universel?
Alors, je pense qu'il faut d'abord vérifier un peu le contexte de ces accords, le rappeler le contexte. C'est un accord pour qu'il puisse entrer en vigueur, il fallait que au moins 70% des pays signent l'accord et qu'il puisse représenter 70% des émissions globales de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est 195 pays qui ont signé l'accord et ça représente plus de 95% des émissions. Or, si aujourd'hui les États-Unis sortaient de l'accord, donc nous aurons respecté les 70% des pays et les États-Unis, ça ne fait pas plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'accord va rester valable et contraignant pour les autres pays. Et donc, ça c'est un aspect. L'autre aspect évoqué par le président des États-Unis, alors il est préoccupé par des questions économiques. Aujourd'hui, il parle de l'emploi, la fermeture des centrales qu'il va devoir fermer pour perdre un peu en termes d'emploi, en termes de compétitivité. Je pense que tout ça est à relativiser aujourd'hui. Tout cela est relatif. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, les coûts en matière d'accès à l'énergie renouvelable, la technologie a tellement avancé que les coûts aujourd'hui sont divisés par 6. L'énergie renouvelable est devenue compétitive. Elle est accessible? C'est accessible. Et donc, il y a juste moins de 5 ans, c'était impensable. C'était effectivement exorbitant. Comme des pays comme les nôtres ont pensé toujours continuer à être même dans le charbon à cause de notre mix énergétique. Mais son Excellence, le président de la République Macky Sall, a évolué dans sa position, quand bien même on a une portion faible par rapport dans le cadre du mix énergie par rapport au charbon. Et donc, qui montre déjà les efforts que nous, pays, nous sommes en train de faire. Mais le président s'était braqué en son temps au nom de l'intérêt supérieur de la nation et des objectifs qui s'étaient fixés. Oui, mais on a d'ailleurs, on salue la position du Sénégal. Aujourd'hui, en allant à la COP22 de Marrakech, nous avons amené 40 mégawatts de solaire, d'énergie renouvelable. Et ça, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, en matière d'emploi, les énergies renouvelables à travers le monde ont créé près de 700 000 emplois. C'est pas une près raison. De 700 000 emplois. Or, en matière de charbon, l'emploi créé n'est de l'ordre que de 50 000. Et donc, cet argument ne tient pas. Donc, pour vous, cet argument ne tient pas. Pourtant, il avait défini ça depuis sa campagne électorale. Oui, pour vous, est-ce qu'il peut trouver une compensation dans les énergies vertes aujourd'hui? Absolument, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des compensations dans les énergies vertes, parce que si c'est en matière d'emploi, les énergies vertes durables et renouvelables créent plus d'emplois, c'est 700 000 contre 50 000 pour le charbon, donc soit 15 fois plus pratiquement. Et en matière d'investissement, les perspectives d'investissement sont plus importantes en matière d'énergie renouvelable, parce que dans le cadre même de la mondialisation, les grandes entreprises américaines préfèrent miser sur les perspectives de long terme, sur le marché, comment les pays vont se comporter en matière climatique, quelle va être la nouvelle demande en matière peut-être de véhicules propres, etc. Ils fondent leurs décisions sur ces aspects plutôt que sur des positions nationales qui sont contraignantes et réversibles. Et donc, de mon point de vue, cet argument ne tient pas. Vous avez été un des acteurs de cet accord-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ces accords de Paris sont suffisamment sécurisés quand on voit la facilité avec laquelle quand même un pays peut les remettre en cause? Sont sécurisés parce que d'ailleurs les États-Unis ne peuvent pas sortir de l'accord d'ici avant 2020. Avant 2020, ça c'est l'article 28 qui le stipule. Et donc aujourd'hui, jusqu'en 2018, les pays continuent à négocier dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. L'accord entre en vigueur vraiment, surtout la mise en œuvre à partir de 2020. Et donc on a toute cette période pour négocier la mise en œuvre. Et donc ce n'est pas évident. Et un seul pays ne peut pas demander à ce qu'on revoie l'accord.
Oui, parce que lui, il parle de retrait, de reprendre probablement les accords sous un prisme qui avantage un peu les États-Unis ou d'aller vers de nouveaux accords. Est-ce que c'est pas possible pour le moment, c'est pas prévu. Un seul pays ne peut pas demander à ce qu'on révise l'accord. Donc aujourd'hui, c'est pas possible. Mais c'est pas n'importe quel pays quand même. Les États-Unis, c'est le troisième pollueur après la Chine et l'Inde. C'est un contributeur important, immense du fonds vert climat. Absolument. Du point de vue contribution, l'annonce des États-Unis a été une annonce quand même bien accueillie, surtout par rapport aux pays en développement. Les États-Unis avaient promis de mettre sur la table 3 milliards de dollars et en 2016, on avait déjà le milliard de dollars de contribution par rapport au Fonds mondial. Et donc ça, c'est aussi on peut prendre ça en compte, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Or, aux États-Unis également, les pays sont indépendants. Il y a des pays pro-climat, des pays qui misent sur l'industrie verte, sur l'emploi vert, sur les investissements verts. Et d'ailleurs, une étude récente a montré que tous les actifs liés au secteur du charbon sont des actifs pourris. Et donc, il n'y a pas de perspective d'investissement par rapport au secteur de l'énergie renouvelable et par rapport au secteur de l'énergie durable. C'est pour vous, la parade, vous allez quoi pour contourner cette décision de l'État américain, de passer par les villes ou c'est quoi un peu le moyen de contourner pour vous cette décision de... Alors, on peut dire deux choses. Au moins, sur le plan international, ça va fouetter un peu l'orgueil des États. Et donc, les États peuvent revoir leur ambition à la hausse. Parce que les le cas de la France, par exemple, qui a été le cas de la France, l'Union européenne, mis ensemble, mais des pays comme la Chine et l'Inde peuvent revoir leur ambition en matière d'effort. Et pour compenser éventuellement la sortie des États-Unis. Est-ce que dans le même temps, oui, allez-y. Ça, c'est sur le plan des contributions, parce que chaque pays a son instrument qu'on appelle CDN, contribution déterminée au niveau national. Et nous-mêmes, le groupe africain, c'est vrai, on ne pèse pas, parce que c'est moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Vous subissez. Oui, nous subissons de plein fouet. C'est pour cela que nous avons une toute autre préoccupation que nous avions mis au devant lors des négociations, c'est-à-dire les questions liées à l'adaptation, qu'elles soient traitées au même niveau que l'atténuation. D'accord. Vous avez évoqué le cas des États qui pourraient revoir leurs ambitions à la hausse, mais est-ce que dans le même temps, vous ne redoutez pas que d'autres pays suivent l'exemple des États-Unis et quittent l'accord de Paris? Ça va être difficile, parce que quand vous voyez cet accord, c'est des positions nationales qui sont reflétées. Il y a effectivement les États qui chapeautent tout, mais c'est les secteurs privés, la société civile, les ONG, c'est tout ce monde. Et même aux États-Unis, vous savez, la justice, elle est forte, elle est indépendante. Un juge américain peut attaquer cette décision. Et, bref, bon, ça c'est une affaire interne. Il y a quand même, les États sont arrimés les uns aux autres en suivant les intérêts, parce qu'il y a le Canada qui dépend pour une large partie de son énergie des États-Unis. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde est conscient de l'importance de l'accord de Paris, tout le monde est conscient du phénomène de réchauffement climatique, tout le monde est conscient des effets pervers. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait un effet d'entraînement comme ça au niveau des pays. Je pense que plutôt les pays vont s'organiser pour demander aux États-Unis en tout cas de rentrer dans les rangs. Et d'ailleurs, il y a des appels comme ça au niveau de l'Union européenne et d'autres pays développés. D'accord. Vous êtes du côté des pays victimes, hein. On est tous des pays du tiers-monde, des pays en développement. Au niveau de l'Afrique, c'est quoi aujourd'hui la voie africaine par rapport à cette décision américaine et au comportement adopté par rapport à ces accords-là, quand on sait quand même c'est nous qui subissons, vous qui subissez. La voie africaine, c'est de dire aux autres pays, notamment aux pays développés, assumez vos responsabilités. Nous avons assumé nos responsabilités. Je vous ai dit tantôt que nous ne sommes pas pollueurs, moins de 3%. C'est-à-dire si même toute l'Afrique fermait ses usines, le monde allait continuer à se réchauffer. Toute l'Afrique.
parce que c'est 3% en termes de contribution. Donc nous ne sommes pas responsables. Pourtant, nous sommes les pays les plus fragiles, les plus exposés, où nos secteurs vitaux sont les plus menacés. L'agriculture, l'élevage, la pêche, nous subissons de plein fouet les effets adverses des changements climatiques. Nos options, nous, ce que nous avons dit, notre préoccupation, c'est l'adaptation. Mais malgré ça, on a pris des engagements pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire dans toutes nos contributions déterminées au niveau national, les réductions vont de 3% dans les secteurs peut-être très sensibles jusqu'à 20 à 26% dans les secteurs où on peut faire d'énormes progrès en matière de réduction. Et donc, les autres ne peuvent pas faire moins que l'Afrique. Et de respecter aussi leur engagement en termes de contribution, parce que le tout est une question de process. D'accord. Question de process, il faut, même si on va continuer à produire avec du charbon, mais améliorer les process, avoir de nouvelles technologies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc le transfert de technologie, les financements, les renforcements de capacités sont des questions cruciales pour nous. D'autant que le chef de l'État Macky Sall, je crois, a embauché la même trompette. On va l'entendre. Cette promesse tenue est aussi un défi lancé à la communauté des nations ici réunies. Elle met à notre charge une obligation morale de résultat pour que cette conférence soit une réussite. Nul besoin de démonstration scientifique sur les conséquences néfastes du changement climatique. Nous les vivons déjà. Pour nous du Sahel, africain, il y avait l'Union européenne, il y avait le groupe asiatique, il y avait le groupe des insulaires également. Et donc c'est par commodité qu'il y avait cette organisation. Mais au finish, les positions, ce sont des positions nationales parce qu'effectivement ce sont les États qui s'engagent. C'est des instants très passionnants dans la vie d'un ministre de l'Environnement. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est certainement l'une des conférences les plus importantes du XXIe siècle. Absolument. L'accord de Paris est un accord historique. C'est vrai que le monde négocie depuis plus de 20 ans sans trouver un accord. C'est à Paris que le monde est parvenu à trouver un accord concernant l'objectif de réduction des 2 degrés Celsius parce que ça a négocié certains États fragiles comme les pays insulaires. On pensait que 2 degrés, ce n'était pas de l'ambition. Il fallait fixer à 1 degré ou 1,5 degré et que certains États pensaient que c'était trop en termes d'efforts, en termes de perte d'opportunités, en termes économique également par rapport à peut-être aux raisons que Trump évoque par rapport aux pertes d'emplois, etc., aux pertes de compétitivité. C'est pour cela que ces négociations Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Point qui ce soir reparle de la décision des États-Unis de quitter l'accord de Paris sur le climat. Cet accord, comme vous le savez, ratifié par 195 États, fixe à 2 degrés les émissions de gaz à effet de serre. Une décision dont l'onde de choc a atteint sans doute les coins les plus reculés de la planète car le pays s'appelle les États-Unis et ça reste le 3e pollueur après la Chine et l'Inde. Les États-Unis hors les accords de Paris, quelle perspective pour le reste de la planète? Elles n'ont pas été faciles. Mais tout le monde aujourd'hui admet la réalité des changements climatiques et que ce sont les conséquences, que ce soit aux États-Unis, les républicains comme les démocrates, tout le monde est conscient donc de l'importance de l'accord de Paris. Oui, tout le monde est conscient de ça, tout certainement, sauf Donald Trump, le président américain, qui décide lui de se sortir un peu de ces accords, de quitter carrément la table de Paris. Nous allons retourner voir un peu, vivre ces instants de déclaration de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Nous accomplissons donc les promesses qui ont été faites et je veux donc empêcher... Ce soir, le point aborde la question avec le ministre Abdoulaye Bibi Baldé. Il est en charge de l'environnement et l'énergie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Ngari. Oui, vous avez été négociateur en chef pour le compte du Sénégal à l'occasion de la COP 21.
C'était quoi un peu le rôle de négociateur en chef? Comment se passaient un peu les négociations? Mais merci Ngari. En fait, les négociations se passaient d'abord ça reflétait d'abord des positions nationales. C'était les pays qui s'engageaient. Ensuite, les pays négociaient par commodité, par groupe. Il y avait le groupe